Le débat contradictoire sur le projet de stockage profond des déchets radioactifs. Bonsoir et bienvenue dans ce 7e débat consacré au projet CIGEO, le site de stockage profond des déchets nucléaires français les plus dangereux. Si le projet voit le jour, le chantier va commencer en 2019 pour s'achever aux alentours de l'année 2025. Ensuite, l'exploitation durerait une centaine d'années, le temps nécessaire à descendre et stocker au fond des galeries les déchets dont la grande majorité est déjà produite. Dans nos précédentes émissions, nous avons abordé déjà de nombreux sujets sur les déchets nucléaires eux-mêmes, les alternatives au stockage, les expériences internationales, les questions de sécurité, de réversibilité du stockage ou encore de transport. Ce soir, nous abordons les transformations locales qui seraient induites par ce projet. En termes d'aménagement du territoire, le chantier puis l'exploitation ensuite de CIGEO entraînerait un véritable bouleversement dans les territoires concernés en Meuse et en Haute-Marne. Avec nous pour en parler ce soir et répondre à toutes vos questions, Claude Bernet, président de la commission du débat public dédié au projet CIGEO. Bonsoir. Bonsoir. Hugues Valenton, chargé de la mise en place du schéma de développement du territoire sous l'autorité de la préfète de la Meuse. Bonsoir. Bonsoir. Patricia Andriot, vice-présidente du conseil régional de Champagne-Ardenne. Bonsoir. Bonsoir. Gilles Goluet, président de la communauté de communes du Val d'Ornois Gondrecourt-le-Château, à proximité immédiate du projet. Bonsoir. Bonsoir. Et Bertrand Thuillier, expert indépendant. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et enfin Patrice Torres, directeur des centres industriels de l'Aube pour l'Andra. Bonsoir. Bonsoir. Nous allons dans un tout petit instant prendre les questions que vous nous adressez en direct sur l'adresse mail questions@débatpublic-cigeo.org, aussi par SMS au 32 321 avec comme mot-clé débat. Vous savez bien sûr que vos réactions sont entendues sur Twitter, #CIGEO. Mais tout d'abord, Claude Bernet, président de la CPDP, vous avez souhaité en préambule tracer les contours de tout ce qui pourrait faire radicalement changer la physionomie et la structure localement. Voilà, pour essayer de bien préciser notre discussion de ce soir. Je crois que ce qui frappe beaucoup lorsqu'on regarde ce dossier, c'est que si le projet est réalisé, c'est un bouleversement profond du territoire qu'il entraînera. Le mot bouleversement n'a d'ailleurs pas dans ma bouche de connotation positive ou négative, c'est un fait. C'est un fait qui sera caractérisé par l'existence d'un chantier considérable que l'on pourrait assimiler aux grands chantiers justement des établissements nucléaires comme les EPR dont on parle beaucoup en ce moment. Un chantier qui apportera entre 1000 à 1500 personnes pour la plupart jeunes qui devront s'installer. Ensuite de quoi le relais serait pris par les personnels nécessaires au fonctionnement du centre et qui seront aussi eux aussi en nombre relativement important. Nous avons eu déjà l'occasion la semaine dernière de regarder le problème des infrastructures de transport et des conditions inhérentes au transport, à la fois dans le cadre du chantier et dans le cadre du fonctionnement de croisière, si j'ose dire, de l'équipement. Nous avons eu l'occasion de regarder les problèmes de raccordement au réseau d'eau, réseau d'électricité, mais nous n'avons pas du tout abordé un problème qui est très important, qui est celui des services aux familles et aux personnes, par exemple le logement, l'éducation et la formation professionnelle, et notamment la formation professionnelle dans l'optique du projet industriel qui serait réalisé, la santé, les sports, les loisirs, etc. etc. La vie de tous les jours, finalement. C'est pourquoi la Commission a souhaité que dans un premier temps, on reprenne un peu un document qui a été approuvé en février dernier par notamment les élus et les représentants de l'État, qui est le schéma interdépartemental de développement du territoire, d'où l'appel que nous avons fait à M. Valenton pour être présent aujourd'hui, et qui va sans doute nous expliquer un peu comment, et puis on va faire réagir les différentes personnes qui sont là. Je voudrais simplement ajouter une chose, c'est que dans les dernières heures de préparation, nous avons reçu beaucoup de messages. Nous avons reçu beaucoup de messages et que vous aurez l'occasion de relayer, oui. Mais sur lesquels qui sont très marqués par une idée fondamentale qui est comment faire en sorte, comment créer une espèce de charte, un code de bonne conduite pour que les personnes relevant du territoire
puissent être admis, les personnes, les entreprises aussi relevant du territoire puissent être admises à concourir pour contribuer à l'éventuel chantier. Encore une fois, je précise que nous nous plaçons dans l'hypothèse où l'équipement réalisé, aujourd'hui, ce n'est en rien une certitude, mais je crois qu'il faut bien voir toutes les conséquences de cette hypothèse. Alors, je vous propose de se tourner tout de suite vers Hugues Valenton. Vous êtes ici le représentant de l'État pour nous parler du schéma interdépartemental de développement du territoire, comme le proposait Claude Bernet, nous en tracer quelques grandes lignes. Oui, alors en fait, j'ai été missionné entre 2010 et 2012 pour élaborer ce document, donc sous l'égide de l'État, et avec une expérience qui est une expérience de grand chantier, c'est-à-dire que il avait été décidé d'embaucher un cadre dit de haut niveau pour pouvoir esquisser justement la prospective. On est dans un exercice de prospective avec deux dates majeures qui sont celles que vous avez citées, 2019 mise en chantier, 2025 mise en exploitation, et qui sont donc des dates hypothétiques liées à bien sûr l'autorisation à réaliser le centre. Quand on fait de la prospective, on essaie d'avoir une vision de ce que peut être ce territoire, donc à cet horizon, en sachant que 2025, c'est pas immédiat, donc il y a un certain nombre d'années qui nous séparent de cette date et qui nous permettent d'anticiper. Je crois que c'était un des maîtres mots dans la rédaction de ce document. Anticiper sur le devenir du territoire et la manière dont il peut s'organiser pour pouvoir répondre à cette ambition. Alors, je parlerai d'ambition parce que d'un côté, il y a en effet des opportunités de développement économique par exemple, et puis de l'autre côté, il y a ce qu'on avait appelé les points de vigilance pour que le développement se fasse de la manière la plus harmonieuse possible et que l'insertion dans le territoire d'un équipement industriel comme celui-là soit intégrée et ne vienne pas bouleverser des équilibres qui existent ou en tout cas engager une forme d'équilibre à l'avenir. 4 grands chapitres, en fait, ont été posés avec des priorités. La première des priorités, pour les acteurs du territoire qui ont contribué aussi, parce que même s'il a été élaboré sous l'égide de l'État, il a malgré tout été travaillé en concertation avec les collectivités locales qui sont en charge ou en compétence du développement territorial. Donc 4 grands chapitres, 4 priorités. La première, c'est le développement économique. C'est comment capter les retombées économiques potentielles de ce centre industriel. Et les mots sont importants puisque on parle de capter du potentiel et de le capter localement. Deuxième grand sujet, mais je crois que vous l'avez déjà traité dans un autre débat, c'est celui des infrastructures de transport, mais aussi des infrastructures énergétiques. Le troisième grand sujet, c'est celui qu'on a intitulé attractivité du territoire pour pouvoir justement capter ces retombées. Comment un territoire rural est-il attractif pour un équipement industriel en termes d'habitat certes, mais en termes de services aussi. Et on peut parler de loisirs également pour rendre ce territoire attractif. Et puis le dernier sujet qui a été abordé, c'est plus un sujet qui est dans la méthode de développement d'un espace ou d'un territoire, comme on a affaire à ce mode de développement dans d'autres territoires où il y a des grands chantiers. Je pense notamment à la vallée de la Seine, par exemple. C'est le développement durable, et c'est comment on fait en sorte aujourd'hui, en 2010 ou en 2020, à ce que un équipement industriel, d'une manière générale, s'intègre correctement dans son environnement et dans son contexte environnemental. Donc voilà comment ce document, ou en tout cas cette approche, ce schéma, ont été élaborés en fonction de ces 4 grands chapitres et dans un timing qui était celui de préparation du débat public. Ce que je voudrais signaler également comme dernier point, c'est que d'une manière exhaustive, ont été analysés l'ensemble des scénarios possibles, du possible, ce qui est un petit peu classique quand on fait un exercice de prospective, l'ensemble des scénarios du possible, et qu'ils ont été tous livrés à l'analyse,
à des analyses croisées, comparatives, et qu'aujourd'hui, par exemple, si dans le cadre du débat public, on a 3 scénarios d'infrastructure, c'est parce que ce sont les 3 scénarios qui étaient les plus, ceux qui présentaient le plus de qualité pour pouvoir être donc soumis au débat public, même si dans le processus, d'ici 2025, voire 2019 sur le chantier, il y a des décisions qui seront à prendre. Alors, on va faire réagir un petit peu tout le monde sur ce que vous avez dit de ce schéma, peut-être en commençant par les élus et par Gilles Goluet, le président de la communauté de communes. Oui, je vais bien un petit peu commenter ce qu'a dit M. Valenton, puisque on a travaillé sur le territoire un peu ensemble avec M. Valenton pour ce développement de territoire et tout ce qui tourne autour du projet CIGEO vis-à-vis des infrastructures, vis-à-vis de tout ce qu'on peut apporter pour que ce projet puisse avoir lieu. Donc, CIGEO demandait... Par exemple, on a travaillé sur l'eau, on a travaillé sur l'électricité, on a travaillé sur les routes, sur le transport, les voies routières et les voies ferrées. Donc, bien entendu, je pense que ça a déjà été développé dans un autre débat plus tôt, mais enfin, le transport nous paraît particulièrement important parce que quand on parle de bouleversement de territoire, ce sera vraiment dû au transport vis-à-vis des riverains. Donc, sur ce sujet, bien entendu, on a accentué la demande pour les voies ferrées pour que CIGEO soit alimenté directement en voie ferrée sans rupture de charge. Donc ça, je pense que ça a déjà été dit. Voilà, oui, ça on l'a évoqué à l'émission précédente. Mais oui, je pense qu'il faut le répéter parce que je pense que c'est très très important pour les gens qui sont sur le territoire, sur les locaux. Donc la voie ferrée est une priorité pour nous et on le demande fortement. Bien entendu, il y aura évidemment aussi les routes qui vont être toutes transformées puisque bon, nous avons deux départementales qui se croisent sur le territoire. Derrière, il n'y a que des petites routes. Donc, quand il y aura 70 ou 100 camions qui vont passer par jour sur ces routes, et il y aura effectivement un bouleversement. Donc, par rapport à ça, il y a des travaux qui vont être engendrés pour arriver à que ce chantier ait lieu. Donc, on y travaille tous ensemble et je pense que la concertation est importante pour arriver sur le sujet des travaux pour alimenter CIGEO. Patricia Andriot, votre réaction? Vous êtes du Conseil général de Champagne-Ardenne. Du Conseil régional de Champagne-Ardenne. Oui, c'est quand même une région. C'est important, on va y revenir sur Exactement. ce sujet-là. Oui, alors le document là qui a été présenté, le schéma de développement qui accompagne le projet, me pose 2 séries de questions en tant qu'élu et en tant qu'élu régional. La première série de questions en tant qu'élu, et à laquelle je suis régulièrement confrontée, mais qui est inhérente à ce projet, c'est l'arbitrage entre les pas de temps, le court terme et le long terme, et la question du calendrier, puisque on voit bien, il est dit, et puis de nombreux acteurs interrogent sur cette question, sur le pas de temps de l'accompagnement et sur les fonds qui sont à mettre aujourd'hui pour les services qui sont proposés, sur un projet qui n'est pas encore décidé. Ça a été rappelé largement dans l'introduction de M. Bernet. Et ça veut dire que dans une période de rigueur budgétaire forte, on engage des millions d'euros, donc pas des petites sommes, sur un projet qui n'a pas été acté. Donc ça, c'est l'élu que je suis. C'est une question qui m'interroge de manière récurrente sur la mise en cohérence de cette question des pas de temps. Et la deuxième question que me pose ce document, là, c'est en tant qu'élu régional. Alors, je suis vice-présidente du Conseil régional de Champagne-Ardenne, mais je tiens à en profiter pour préciser que j'exprime pas la position du Conseil régional de Champagne-Ardenne. Et pour cause, à ce stade, nous n'avons pas de position élaborée. Nous aurons à nous prononcer, mais pas dans le cadre de ce débat public, mais de l'enquête publique qui précédera l'autorisation. Nous avons eu des débats au sein du Conseil régional. Et pour cause, je dis, nous n'avons pas de position parce que, contrairement à ce que vous dites, la région n'a pas été consultée en tant que telle pour l'élaboration de ce schéma. Or, ça a été évoqué, quand on parle de retombées et d'accompagnement du projet, il est question de développement économique, qui est une compétence régionale. Il est question, et c'est souligné dans tous les rapports, dans le document évoqué, vous y faites mention, mais le rapport du Conseil économique et social environnemental, il fait allusion aussi sur la formation professionnelle, qui est aussi une compétence régionale. Et là, on se trouve un peu en porte-à-faux parce qu'on est une collectivité directement impactée par les politiques publiques à mettre en œuvre ou à ne pas mettre en œuvre autour du projet et qui n'avons pas été consultés. Donc là encore, l'élu régional que je suis se pose des questions en termes de cohérence dans la manière d'aborder le projet. Qu'est-ce qui veut continuer de réagir à ce schéma ? Oui, je veux bien. Bertrand Thuillier, notre expert indépendant. Merci. Oui, écoutez, on voit bien que ces questions, parler des questions économiques, c'est assez complexe et on voit que différents thèmes ont été abordés, la question du temps, etc. Et je pense qu'il est nécessaire,
Monsieur Valenton a parlé de l'importance des mots également. Et je pense que il me semble nécessaire, pour pouvoir structurer notre analyse, pour avoir une approche cohérente et pour pouvoir un peu catégoriser tout ça, je voudrais faire 2 distinctions. La première, c'est en fait déjà de différencier 2 mots, activité économique et développement économique. C'est-à-dire qu'en fait, imaginons que vous avez une catastrophe sur une zone, le balai des ambulances, le traitement des blessés crée de l'activité économique. Évidemment, il n'y a pas de développement économique de la zone. Donc ça, c'est une première distinction que je voudrais faire parce que souvent, on mélange ces 2 termes et c'est important de les distinguer. La deuxième distinction, en fait, c'est de distinguer les questions d'échelon et de période et de temps. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, et Patricia l'a bien mentionné, et on le voit par rapport à nos intervenants, donc il y a 3 échelons. Il y a un échelon que je dirais local, cantonal, il y a un échelon qui est départemental et un échelon qui est régional. Et à ça s'ajoutent 3 périodes. La période actuelle, avec le laboratoire, la période, je dirais, durant l'exploitation, à partir de 2025-2030, et la période après l'exploitation. Et quand on regarde maintenant, et si on applique ce tableau un peu à 2 entrées, on voit bien que la période actuelle, au niveau cantonal, je dirais, on a une rénovation des voiries, on a de belles salles des fêtes, etc. Il n'y a pas de souci, c'est tout à fait positif. Au niveau départemental, la période actuelle, c'est les GIP qui donnent 30 millions à peu près d'euros par an. Et donc, les GIP, on va le dire, ce sont les groupements d'intérêt public. Les groupements d'intérêt public. Donc, qui donnent 30 millions par an. Et c'est également tout à fait positif. Pour l'échelon régional, actuellement, c'est relativement neutre, il n'y a pas d'action. Maintenant, quand on parlera de la question de l'exploitation, là, à ce moment-là, les choses vont se différencier très fortement. C'est-à-dire au niveau local, vous allez avoir une concentration de l'activité, une concentration des nuisances. Donc ça, c'est un point important. Au niveau départemental, alors je ne sais pas si les dotations seront continuées, mais je dirais qu'il y aura peut-être une certaine neutralité. Au niveau régional, par contre, vous allez avoir une dégradation très forte sur les 2 régions. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont 2 régions qui sont connues pour l'excellence de leur terroir. Et à ce moment-là, on peut imaginer qu'il y a une dégradation très forte sur 2 industries qui sont très fortes en Champagne et en Lorraine. Donc le Champagne pour la Champagne et les eaux minérales pour la Lorraine. Puis enfin, quand on parle de la 3e période, c'est-à-dire après l'exploitation, là, tous les voyants passent au rouge. Tous les voyants passent au rouge parce que au niveau cantonal, on aura les pollutions, tout ça qui seront présentes et qui auront été cumulées, concentrées, etc. Au niveau départemental, on n'aura plus d'activité par rapport à ce que par définition, le site a vocation d'être fermé. Et puis au niveau régional, on aura toujours cette dégradation d'image. Donc vous voyez bien que je pense qu'il est important de pouvoir préciser ça parce que dans notre approche, il faudra toujours dire, et je pense que ça permettra de faire avancer le débat, est-ce qu'on est sur du développement économique ou est-ce que c'est que de l'activité économique ? Et également, à quel échelon on parle, sur quel échelon on parle, au niveau départemental, régional ou cantonal, et également à quelle période, durant quelle période. Voilà. Un autre mot de Patricia Andriot avant que Patrice Torres de Landra reprenne la parole et pour compléter sur 2 tables. C'est juste pour faire une réaction à ce que vient de dire Bertrand Thuillier. Même pendant la période d'installation du projet, je m'inscris en faux quand on dit que c'est neutre pour la région. Si on dit qu'il y a des besoins en termes de formation, j'ai dit que c'était très... des formations professionnelles, c'est un coût. On parle, il y a eu un débat la semaine dernière sur les infrastructures en termes, selon les modalités de ce qui sera décidé, ça peut être un coût pour la région aussi. On parle de développement économique, de nombreux cahiers d'acteurs, si j'ai bien lu, et de nombreuses interrogations s'interrogent sur les capacités des entreprises à avoir accès au marché public, le soutien du développement économique. Aujourd'hui, c'est des financements régionaux. Donc, c'est pas neutre en termes de coûts actuellement pour la région. C'est pour ça que l'image qui est souvent renvoyée du projet comme c'est une opportunité économique, elle est largement à nuancer. Tout à fait. Si je peux effectivement Patrice Torres pour intervenir, alors comme c'est ma première prise de parole, simplement insister sur l'importance que revête pour l'Andra une bonne insertion de son projet dans le territoire et une bonne contribution au développement des territoires qui accueillent nos projets. Ça a toujours été le cas, c'est déjà le cas en Meuse-Haute-Marne avec l'activité du laboratoire et je reviendrai sur ça puisque certains aménagements qui ont déjà été réalisés sont liés à la présence du laboratoire déjà depuis plusieurs années et pas nécessairement à l'anticipation effectivement de CIGEO puisque la décision n'est pas prise. Et puis également insister sur ces notions qui guident notre action depuis de nombreuses années et en particulier depuis plus de 20 ans sur le département de l'Aube qui fait également partie de la région Champagne-Ardenne. Je voudrais aussi peut-être poser une question parce que j'ai pas forcément tout bien suivi ou tout bien compris puisque pour moi des départements qui font partie d'une région
si une activité est bénéfique à ces départements, crée de la richesse dans ces départements, quelque part est également bénéfique à la région, puisque pour moi je n'oppose pas et le département et la région. Certainement les compétences, et ça je le sais bien, sont différentes en fonction des compétences portées par les uns et par les autres, et donc les financements sont différents, mais de la richesse créée sur un des départements des régions crée également de la richesse. Simplement également, avant de recéder la parole, insister sur quelque chose qui me paraît essentiel et qui a été dit et que je ne partage absolument pas, quelque chose qui a été porté par M. Tullier, à savoir l'impact nécessairement négatif sur deux activités fortes de ces régions, à savoir le tourisme et les produits du terroir. On a un exemple très fort, très proche, actuel. C'est plus de 20 ans de présence dans le département de l'Aube. En plus de 20 ans, le tourisme a été multiplié par 2 sur le département. Alors évidemment, je ne suis pas en train d'expliquer que le tourisme a été généré par l'Andra, même si notre activité contribue par le volet du tourisme industriel à justement ce renforcement. La visite du labo de Bure, notamment. Entre autres choses, ou également dans le département de l'Aube, avec les 2 centres en activité, où on reçoit, quand on fait la somme des deux, entre 15 000 et 20 000 visiteurs par an. Évidemment, je ne suis pas en train d'expliquer que c'est ces 15 000 ou 20 000 visiteurs par an qui ont fait augmenter le tourisme. C'est le travail des élus, le travail des acteurs des territoires qui a fait augmenter ça. Mais par contre, c'est la démonstration claire, précise, sans contradiction possible, du fait que notre activité n'est absolument pas opposée à un développement touristique et à un développement de produits locaux de qualité qui restent et continuent à être consommés par de nombreux consommateurs. Patricia Andriot, vous voulez dire un mot? Je vous ai vu réagir. Juste un mot pour réagir à ce que disait Monsieur Torres sur la création de richesse. On est d'accord dans l'idée. Simplement, Merci. Comme l'expliquait bien Bertrand Thuillier, pour le moment, il y a un partage des compétences en termes de coûts. Est-ce que je note dans tous les documents, que ce soit dans le document du schéma de développement, mais ce que disent les acteurs et les acteurs économiques, je pense aux chambres d'agriculture, je pense au CCI actuellement, c'est qu'ils attendent un hypothétique développement contre des coûts qui sont réels maintenant. Donc il y a d'un côté des coûts bien réels et bien mesurés, des conditions très nombreuses et incertaines de réalisation complète des retombées économiques, et d'un autre côté des coûts budgétaires énormes. Tout ça mis au regard, évidemment, parce qu'il ne faut jamais l'oublier quand on discute d'aspects économiques, au regard de toutes les questions de sécurité qui ont été vues dans les débats précédents. Mais je veux dire, il ne faut jamais le déconnecter non plus quand même. Gilles Gaulier, pour la communauté de communes Val d'Ornois, vous vouliez intervenir aussi? Oui, je voulais juste intervenir sur le sujet du tourisme, qui est une activité économique, effectivement. Donc, il faut bien se rendre compte que par rapport au laboratoire de Bure, les visiteurs, les touristes industriels, sont montés en puissance. En 2012, nous avions quand même 14 000 personnes qui sont venues visiter le laboratoire. Donc ça entraîne quand même quelque chose sur le territoire. Ça a entraîné une action de notre part pour développer notre compétence tourisme. Et là-dessus, on est obligé d'avancer dans ce sens-là, ne serait-ce que pour recevoir les touristes qui viennent visiter le laboratoire. Donc c'est une chose très importante. Et pour répondre aussi peut-être à M. Thuillier sur le champagne, qui est ma boisson favorite, je pense que on est très loin des vignes de Champagne, et je pense que la pollution ne pourra pas exister sur ces territoires. Non, mais attendez. On va finir peut-être ce tour de table. Monsieur Valentin voulait aussi conclure, puis on attaquera les questions. On va avoir l'occasion de revenir sur plein de questions précises que nous avons déjà commencé à ébaucher, mais justement après on va essayer de rentrer dans la précision des réponses, la précision des questions qui nous sont posées par mail et par SMS. Monsieur Valentin. Je voudrais revenir sur plusieurs points. Bon, le premier, c'est l'arbitrage entre le court et le long terme, ou le moyen terme. C'est vrai qu'aujourd'hui, en 2013, ce qui est important, c'est de pouvoir anticiper, pour ne pas être surpris. Je crois que le maître mot, c'est l'anticipation. C'est l'anticipation et certaines des actions dans un agenda. Parce qu'on ne peut pas réaliser une infrastructure de desserte ferroviaire, par exemple, en 6 mois, si jamais à un moment donné, on choisit de recourir au ferroviaire. Donc, anticipation dans l'agenda, ça, c'est un premier point. Le deuxième point qui est inhérent, c'est celui de l'anticipation du développement économique. C'est extrêmement délicat de faire des prospectives de développement économique à 2017, voire à 2025, et encore moins à 2125. Donc, l'anticipation du développement économique, un, il ne se décrète pas. Deux, les acteurs privés que sont les entreprises ont une visibilité, c'est pas péjoratif de le dire, qui est à très court terme par rapport à un bilan d'exploitation au maximum à 3 ans. Par contre, on peut d'ores et déjà engager des actions qui nous mettent sur la voie d'une forme d'activité économique qui permette, qui accompagne ou qui va en tout cas dans le sens de l'activité qui est ici ciblée.
Troisième point, je crois qu'il ne faut pas opposer activité économique et développement économique. Il y a un nombre de collaborateurs qui sont envisagés sur le site. On peut déterminer un nombre de travailleurs en emploi indirect. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup de territoires qui réagissent aussi en termes d'économie résidentielle, c'est-à-dire de retomber pour l'activité économique de ménages plutôt jeunes avec des enfants en termes de services aux populations. Et dernier point par rapport à cette anticipation, anticiper, c'est aussi maîtriser les nuisances. On a parlé de nuisances de chantier, on a parlé de nuisances d'exploitation, on a parlé de nuisances après exploitation. Si on veut anticiper, c'est avoir des réflexes de maîtrise maximum de ces nuisances pour avoir quelque chose qui, in fine, en termes de développement du territoire, soit harmonieux. Voilà ce que je voulais dire en réaction par rapport aux différents points. Une conclusion de ce premier tour de table très avec court. Patrice Torres de l'Andra. Précision, puisque j'ai bien compris la plaisanterie de Monsieur Le Goluet, mais je souhaite quand même qu'il n'y ait pas de faux messages qui puissent passer, même si les vignes avaient été à proximité, comme c'est le cas d'autres productions agricoles. Il n'y a évidemment, avec notre activité, aucun impact sur la production agricole, qu'il s'agisse de champagne ou de toute autre chose, de lait, de fromage ou de chou.